On va démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Donc, on est très heureux de pouvoir démarrer ce nouveau cycle de webinaires qui s'inscrivent dans le cadre du programme Dedicated. Donc, aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Marpeau donc, qui va nous présenter donc, le sujet intitulé Nouvelles dispositions cyber à destination des équipements industriels connectés. Donc, webinaire qui va se dérouler sur 1 heure. Et encore une fois, qui s'inscrit dans le cadre du programme Dedicated. Je laisserai Jean-Christophe détailler plus avant cette partie-là. Alors, concernant le programme Dedicated, donc, il se décline sur différentes régions en France. Pour ce qui nous concerne, donc, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne et qui embarque avec lui donc 13 partenaires. Donc, il est piloté par le pôle véhicule du futur pour la partie BFC. Et donc, parmi les partenaires, voilà, la liste apparaît à l'écran. Je ne citerai pas tous les noms. Mais donc, on a différentes entités, effectivement, qui ont des activités à la fois différentes et complémentaires les unes des autres. Alors, comment se déroule ce programme? Alors, il se déroule en différentes étapes. Déjà, une première identification donc, de l'entreprise, donc TPE, PME, PMI, qui est intéressée par un sujet autour de la digitalisation. Donc, au-delà de l'identification de cette entreprise, une des premières étapes, c'est de passer par un diagnostic. Donc, ce diagnostic est gratuit. Il permet d'identifier le besoin ou le projet que peut avoir l'entreprise autour d'un projet qui vise à digitaliser une partie de ses processus. Et au-delà du diagnostic, donc enfin, différentes possibilités, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'être accompagné sur 3 volets. Le premier, donc, qui touche le traitement des données, donc le fait de capter les données. Donc, l'intérêt peut être d'analyser ces données donc, au travers de différents algorithmes ou de différentes méthodologies pour faire parler les fameuses data. Alors, donc, analyse statistique qui peuvent s'appuyer sur l'IA ou pas. Ça, c'est le premier plan d'accompagnement. Le deuxième, c'est la digitalisation des procédés de production. Donc, ça, c'est plutôt large. Euh, alors, si on renseigne côté production, ça vise à instrumenter en fait les équipements de production, à remonter les informations et puis à communiquer avec les différents systèmes ou outils ou solutions informatiques donc, disponibles pour l'entreprise. Donc ça, c'est vrai pour les services et l'industrie. Et ça vise globalement à réduire le nombre de papiers en circulation et puis à opérer en fait un chaînage numérique le plus complet possible. Et puis enfin, le troisième point, c'est l'accès au financement. Donc là, il existe au sein du programme et notamment au sein du pôle de futur, donc une cellule qui analyse en fait les différents modes de financement du projet voilà, de l'entreprise. J'ai oublié un point essentiel concernant les 2 premiers accompagnements, donc autour du traitement de la data ou de la digitalisation des procédés. Il y a tout le volet diagnostic cybersécurité, avec 2 pans, diagnostic cybersécurité au sens large, et puis le diagnostic plutôt cybersécurité ciblé sur les moyens de production, qui est l'objet, encore une fois, du webinaire de ce matin. Voilà, et je vais terminer par les prochains ateliers. Donc, au-delà du 11 avril, vous aurez un autre atelier, un autre webinaire, pardon, qui se déroulera le vendredi 18, donc de 14 à 15 heures, et qui portera sur l'adoption des technologies autour des réalités virtuelles, augmentées, mixtes dans l'industrie, enjeux, frais et connexion avec les jumeaux numériques. Encore une fois, sur 1 heure, le vendredi 18 avril. Et puis, le troisième webinaire aura lieu le vendredi 22 mai, donc de 14 heures à environ 15h30. Et lui, portera sur un sujet un petit peu différent, donc sur l'intelligence artificielle et la conformité, donc comprendre la réglementation européenne. Il aura lieu également aussi en présentiel à Belfort.
Donc, vous aurez toutes les informations là, concernant le déroulement en fait de ces prochains webinaires. Et au-delà de ces webinaires, donc il y a le grand événement Dedicated 2025 qui est en cours d'élaboration, qui aura lieu donc à Dijon et ça sera en octobre, encore une fois, 2025. Il y aura un certain nombre de témoignages industriels, des démos de solutions logicielles et certainement bien d'autres choses. Donc, on vous avertira aussi du déroulé de cet événement. Pour toute information, ce webinaire est enregistré et vous pouvez avoir accès au replay. Donc, il suffit simplement de nous en faire la demande et puis on vous enverra le lien vers notre chaîne YouTube, associée à ce programme. Voilà pour l'essentiel. Pour les questions, bah, vous pourrez les poser au fil de l'eau. Jean-Christophe, c'est ça, tu répondras en fonction des Oui, remarques ouais, ouais, des différents intervenants. ouais, je peux répondre. Il y a le nombre d'auditeurs est compatible avec C'est ça, une réponse rapide, si je peux, bien évidemment. Alors, c'est je sais ça. pas, vous m'entendez tous, il n'y a pas de souci. Ouais. Je te passe Ouais, la main et du coup, ok. la séance avec les questions-réponses dans 45 minutes, on laisse tomber, ça sera plutôt au fil de l'eau. Hein. Voilà, ça sera plus simple. Ok. Ça évitera des Merci, oubliés. je te laisse la parole, Jean-Christophe. À bientôt. Parfait. À bientôt. Donc, hop, à mon tour de partager. Alors, est-ce que vous voyez le partage? Levez le pouce si vous voyez, pouce en haut si vous voyez, pouce en bas si vous voyez pas, C'est ou bon, sinon vous dites oui, non. Jean-Christophe. C'est Ça bon, marche. parfait. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement les équipements industriels connectés. Vous avez bien compris, en filigrane, derrière tout ça se cachent des noms barbares tels que NIS2, et encore, je vais en parler, mais très rapidement, mais surtout la directive READ pour les IoT. Je vais aborder le Cyber Resilient Act européen qui arrive à grands pas. Et entre les deux, on passera un peu de temps sur le nouveau règlement machine dans lequel, effectivement, il y a des exigences de cybersécurité. Donc voilà à peu près le programme. Avant, je vais commencer par une petite introduction sur, effectivement, mais je vais aller assez vite pour aller à l'essentiel, un peu sur le contexte cyber des équipements embarqués. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est qu'effectivement, il y a des équipements embarqués ou des IoT et autres de plus en plus présents, aussi bien dans le grand public qu'au niveau industriel, et avec effectivement la montée en puissance de l'industrie 4.0 ou 5.0, tout devient connecté, connectable, et effectivement, une multitude d'informations sont à disposition de tout le monde pour que tout ça fonctionne correctement. Ça veut dire que dans cet environnement assez connecté, il y a quand même, alors il y a quelques challenges à relever, mais on va en retenir quand même deux qui sont importants. C'est effectivement la disponibilité et la fiabilité des données, et puis la sécurité et la confidentialité des données. Ce sont effectivement les éléments importants en matière de cybersécurité, sachant que sans parler cyber, il y a aussi les problématiques d'interopérabilité et puis d'évolution à l'échelle, c'est-à-dire de trouver des solutions flexibles, adaptables et entre guillemets presque plug and play pour éviter plein de problèmes. Et vous voyez que des fois, il y a un équilibre à trouver entre la cybersécurité et les équipements un peu plug and play, ce qui n'est pas toujours compatible. Je passe effectivement, je pense que vous savez tous ce qu'est un système embarqué, et notamment cette ouverture vers le monde avec l'électronique communicante. Vous aurez les supports, vous pourrez les regarder effectivement à tête reposée. Bien sûr, tous ces équipements, on va dire embarqués, sont présents dans une multitude de secteurs d'activité. Ça va effectivement du système financier à l'automobile, en passant par les équipements médicaux, les alarmes, les systèmes industriels, et la partie énergie et portuaire, le transport et tout, et tout, et tout. Donc, il y en a de plus en plus et c'est un peu partout. Quelques exemples d'attaques, toujours intéressant d'avoir ça en tête. Une qui a fait grand bruit avec une simple clé USB. Souvent, dans les conférences, je dis vous avez une clé USB, vous avez une arme vous pouvez potentiellement avoir entre les mains une arme de destruction massive. Bien sûr, une simple clé USB est un vecteur très intéressant en matière
d'attaque. D'ailleurs, c'est celui qui a été utilisé pour Stuxnet, justement à propos des centrifugeuses iraniennes. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet pour mener une cyberattaque. Mais c'est vrai que de plus en plus, quand même, on se rend compte que tout ce qui est attaque, tout ce qui est cyberattaque, se font à travers le réseau Internet ou à travers le réseau filaire ou radio. C'est ce dont tout le monde parle à travers effectivement la partie IT, la messagerie et autres. C'est ce que l'on voit un peu partout, mais il ne faut pas oublier que quand même, il est possible d'avoir et de mettre en place des attaques qui sont beaucoup plus d'ordre physique à travers les ports d'entrée-sortie des équipements industriels, une clé USB, un PC, un média externe que l'on va connecter physiquement sur l'équipement. Donc voilà. C'est quelques exemples, bien sûr, je passe comment l'attaque Bootnet Mirai a été très connue, a fait beaucoup parler d'elle en utilisant effectivement des problématiques de mots de passe, ce qui est un grand classique. Il y a des attaques de plus en plus sur les équipements domestiques, le chauffage, l'énergie et autres. C'est quand même assez problématique. Qui arrivent de plus en plus. Et puis, il y a des attaques aussi qui visent plutôt à détruire les équipements. Ça fait aussi partie des risques qu'un fabricant d'équipements embarqués, d'une manière générale, doit en tout cas prévoir ou en tout cas envisager, anticiper. On en parle de plus en plus. Alors ça, ce sont quelques chiffres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Bien sûr, de plus en plus, les systèmes industriels sont la cible d'attaques, tout simplement parce que la structure informatique est quand même de plus en plus sécurisée. Et donc, les attaquants, ils vont de plus en plus vers là où les niveaux de sécurité sont quand même les plus faibles. Et donc, on parle des IoT, des systèmes embarqués et tout ce qui est électronique communicante, mais dans les processus industriels. Juste cette slide, juste pour expliquer qu'en fin de compte, une attaque, c'est pas anodin. Une attaque informatique, c'est situation de guerre. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est violent, ça peut être très très violent, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup d'entreprises, quand elles ne sont pas préparées, font des erreurs et ne savent pas quoi faire. Donc voilà. Donc c'est la cybersécurité, il faut s'y préparer. Et ça, il faut se faire accompagner, il n'y a pas d'autre solution. Il faut, comme on fait des alertes incendie, des alertes confinement, eh bien, il va falloir faire de l'entraînement à gérer des situations de crise, de cybercrise. Que vous soyez, que l'attaque vienne chez vous, c'est-à-dire que vous soyez sujet à cette attaque, mais aussi qu'un de vos clients. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier, mais un fournisseur d'équipements industriels, il faut aussi qu'il se prépare à ce qu'un de ses clients soit attaqué et que ce client vienne lui demander des comptes sur le niveau de sécurité de ses équipements. Il faut aussi se préparer à ce genre de choses maintenant, puisque on sait que le volet outil, donc process industriel, est de plus en plus la cible des attaquants. Et dans cette cible-là, il y a aussi tous les équipements qui ont été achetés. Basiquement, c'est juste un exemple d'une attaque. Donc, tout part souvent d'un mail ou d'un message que quelqu'un a validé, a ouvert une boîte mail. Et à partir de là, une fois que le ver est dans le fruit, comme on dit, eh bien, il va se propager. C'est-à-dire que il va se propager sur les PC à travers les réseaux. Vous voyez qu'il y a beau y avoir des firewalls, des équipements, on peut quand même se propager avec souvent, alors c'est dans cet exemple-là, un petit logiciel qui a permis d'enregistrer les frappes clavier. Donc, à partir de là, enregistrer les logins, les mots de passe, tout a été transmis à travers un VPN, une connexion sécurisée à l'attaquant. Et à partir de là, il a pu tranquillement mettre en place son attaque, ses logiciels, ses malwares, pour mener à bien son attaque. Et une fois que ça a été le bon moment, eh bien, en fin de compte, il a écrasé les logiciels, il a modifié les logins des mots de passe, il a coupé le courant, il a saturé les centres d'appel, il a fait du net service. Grosso modo, il a fait le job. Ce qui est intéressant dans cette attaque-là, et ce qui arrive quand même quasiment souvent, et notamment encore plus sur des systèmes industriels, c'est que, on va dire, cette attaque, en tout cas, elle a été, le mail a été ouvert, on va dire, au mois de juillet, je crois, de mémoire.
L'attaque a eu lieu au mois de décembre, donc ce qui fait qu'il s'est passé quasiment 6 mois avant que l'attaque se fasse. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, lorsque vous êtes en présence d'une attaque informatique, il y a de fortes chances que euh, l'attaquant était déjà présent dans votre système, dans votre réseau, depuis quelques mois, ou voire plus, ce qui lui a permis de bien comprendre comment ça fonctionnait. En tout état de cause, une fois que c'est fait, voilà, c'est la conséquence. Donc vous avez bien compris que il faut se préparer, et il faut envisager tous les cas et on ne peut pas laisser ça de côté. On ne peut pas dire que la cybersécurité, que ce soit côté IT ou côté process, on le laisse de côté. Alors, bien sûr, actuellement, on protège beaucoup le volet IT parce que c'est celui qui est le plus vulnérable. En tout cas, c'est celui qu'on voit en premier, qui est présent. Mais et qui commence à être très bien sécurisé. Maintenant, il faut commencer maintenant à s'attaquer un petit peu aux éléments beaucoup plus bas, c'est-à-dire tous les équipements industriels. Ce slide là, juste pour expliquer que la démarche de cybersécurité, quelque part, elle vise tout simplement à mettre en œuvre ou à garantir 3 éléments importants, c'est l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données de l'entreprise. C'est un peu le leitmotiv de toute démarche de cyberprotection, c'est garantir effectivement cette protection totale des données qui sont un peu l'or et le savoir-faire de l'entreprise. Et ces données, étant donné qu'elles sont importantes pour l'entreprise, il est évident qu'elles vont devenir aussi importantes pour l'attaquant qui, lui, va essayer quelque part de les récupérer pour les revendre. Hein, c'est comme tout, hein, tout ce qui est précieux, on a envie de l'avoir pour le revendre de manière beaucoup plus facile. Donc, c'est un peu ce que recherche souvent l'attaquant, c'est de récupérer les données, et puis il recherche aussi dans certains cas de bloquer un processus et autres, mais ça reste quand même le cœur de l'attaque, reste quand même cette donnée qui peut être importante. Euh, Actuellement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que on a parlé de ce mécanisme de connectivité, et on a des réseaux de plus en plus grands, de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'équipements connectés. De fait, beaucoup plus difficile à gérer, mais en matière de développement, ça génère beaucoup plus d'erreurs, puisque c'est devient assez compliqué à gérer, à développer, à maintenir. Donc, génération d'erreurs de conception. Et quand on parle de génération d'erreurs de conception, on va générer de plus en plus de vulnérabilités. Et donc, lui, l'attaquant, il va jouer tout simplement sur ça. Il va essayer de rechercher, en fin de compte, toutes ces surfaces d'attaque, tous ces points d'entrée pour pouvoir effectivement s'immiscer et rentrer dans le système. Et il en a plein. C'est-à-dire qu'il a énormément de possibilités, que ce soit à travers les réseaux sans fil. Pour ça qu'il y a une directive RID qui est là. On parle effectivement des réseaux sans fil, mais aussi, alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément lisible, je l'ai récupéré d'un document, mais aussi les réseaux filaires à travers les bus industriels qui, ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui est en bas, où on voit effectivement les niveaux de sécurité. On se rend compte que la plupart de tout ce qui est mode bus, les bus de terrain sont très peu sécurisés, mis à part le mode bus TCP, l'OPCUA, qui sont les deux les plus sécurisés dès lors qu'ils ont été paramétrés en conséquence. On se rend compte que, effectivement, au niveau industriel, le talon d'Achille des process industriels reste le bus de terrain qui est par essence, en général, très très peu sécurisé. Et donc, tout ça, ça fait que qu'on parle du radio ou du filaire, à travers tous ces bus-là, on permet, ou en tout cas, on ouvre, sans le savoir, des portes aux attaquants. L'autre particularité aussi, par rapport peut-être à un réseau informatique classique, c'est la particularité d'un système industriel, c'est cette mixité ou hétérogénéité des différents équipements, que ce soit à travers les logiciels utilisés, l'obsolescence effectivement des équipements. Il n'est pas rare de voir euh, sur des process industriels encore des Windows 98, Windows XT, qui effectivement XP qui ne sont pas maintenus et qui présentent de fait des vulnérabilités. Et il est aussi clair, souvent courant, de voir aussi effectivement des défauts de paramétrage. Donc, ça fait aussi partie, tous ces éléments font qu'on ouvre encore de plus en plus de portes, on augmente effectivement la surface d'attaque potentielle. Une fois que c'est fait, bien sûr, qu'on a tous ces équipements avec effectivement cette surface d'attaque qui est de plus en plus importante, bien sûr, si on ne fait pas attention,
il se passe ça. C'est-à-dire que on a notre système industriel, on a énormément d'endroits, de possibilités qu'on donne effectivement à l'attaquant pour rentrer. Et donc, on lui offre quelque part, si on n'est pas prévoyant, on lui donne les clés de la maison ou à minima, on lui explique où sont les clés. Et ça, c'est un autre souci en matière de cybersécurité, c'est que, comme j'ai dit, on lui explique les clés, toutes ces clés-là, elles sont présentes. C'est-à-dire que euh, une attaque, un attaquant, il va préparer, c'est-à-dire qu'il ne va pas toquer à la porte pour dire est-ce que je peux rentrer. Non, souvent, il va préparer son attaque, il va se renseigner, il va chercher, il va exploiter des vulnérabilités, il va aller sur Internet, il va scanner des réseaux, il va questionner les gens à droite à gauche, il va aller sur les réseaux sociaux et puis il va essayer un peu de comprendre, de savoir où il est et de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Donc, toute cette information qui est disponible, effectivement, facilite le travail grandement des attaquants, c'est-à-dire, en gros, le travail habituel entre les gens de l'entreprise, entre les partenaires, entre les sous-traitants et autres. Il y a énormément d'informations qui est échangée. Et toute cette information peut être récupérée par un attaquant et va lui donner, va lui permettre de comprendre et de comprendre et d'affûter, en tout cas de se préparer d'une manière beaucoup plus efficace pour mettre en place les outils qui vont bien. Alors, il faut savoir qu'en général, quand on est sur des systèmes industriels ou des systèmes embarqués, euh, il faut partir de ce principe-là, c'est que l'attaquant va principalement chercher un lien physique ou logique. Grosso modo, la première des choses, il va regarder effectivement au niveau des communications, au niveau des réseaux, voir s'il peut rentrer dedans. Ensuite, il va regarder physiquement sur les appareils. Il va voir aussi s'il y a des ports d'entrée et puis il va regarder aussi tout ce qui est logiciel et application. Et pour ça, il a une boîte à outils qui est disponible, hein, qui est présente, qui va chercher. Parce que souvent, un attaquant va utiliser les mêmes outils que les gens qui font du développement, va utiliser aussi des outils qui sont disponibles sur Internet, qui permettent aux gens de se défendre. C'est la même chose. Il va détourner certains nombres d'outils pour pouvoir les mettre à son profit, pour pouvoir attaquer. Bon, c'est ça qu'il faut voir, c'est que, je peux l'avoir sur une slide, l'attaquant, on a affaire aussi à des experts, à des gens qui sont très bien formés, très bien équipés et qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'en matière de cybersécurité, on a euh, un langage qui est assez clair. C'est pas parce qu'on est un fabricant d'objets connectés ou de systèmes embarqués qu'on doit sécuriser uniquement son objet connecté. Il faut vraiment avoir cette vision globale, c'est-à-dire que la sécurité de bout en bout, c'est-à-dire que quand on parle de cybersécurité d'un équipement, que ce soit d'un objet connecté, d'une machine, d'un équipement industriel, il faut raisonner effectivement en global, il faut raisonner de manière systémique en disant, de toute façon, même si je ne m'occupe pas du serveur, même si ce n'est pas à moi de gérer le serveur, il faut quand même intégrer effectivement le volet serveur, par exemple, dans sa démarche de cybersécurité. De la même manière, des gens travaillent sur du LoRa ou sur des réseaux industriels sur lesquels ils n'ont pas la main. Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté. Non, il faut intégrer aussi ces particularités dans notre démarche de cybersécurité. Sinon, on ouvre une brèche potentielle à un attaquant. Par rapport à ça, les défis que l'on voit justement dans cette démarche de cybersécurité des équipements industriels, et le premier défi à relever, c'est l'économie. Bien sûr, un produit pas cher et un produit qui est faiblement sécurisé, c'est un vrai problème. Et avec effectivement l'événement réglementaire qui impose des contraintes, le risque, c'est d'augmenter les coûts et de ce fait d'être beaucoup moins compétitif. C'est une équation assez difficile à résoudre, mais voilà, il faut quand même en avoir conscience. Bien sûr, il y a la complexité, j'en ai déjà parlé. Le consommateur, c'est un peu le maillon faible aussi de tout ce qui est process industriel. Le consommateur qui n'a pas forcément ou l'utilisateur les bons gestes en matière de cybersécurité, il faut l'anticiper. Euh, et le support, on en parle beaucoup. Je vais y revenir un peu plus longuement. Effectivement, c'est tout ce qui est mécanisme de gestion de vulnérabilité. Il faut voir que ces mécanismes-là vont devenir obligatoires à travers la réglementation. C'est-à-dire que non seulement le fabricant va devoir vendre un produit, mais assurer pendant un certain temps
apporter une forme de garantie liée de gestion de vulnérabilité et de mise à jour pendant un certain temps. On parle aussi de responsabilité, c'est vrai que c'est un vrai débat, savoir qui est responsable lorsqu'il y a Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se pose la question. Lorsqu'il y a une attaque, on va chercher un responsable. C'est peut-être avant qu'il faut regarder et pas au moment où ça a lieu. C'est aussi une autre question. Je pense que les assureurs vont très vite le trouver. Ça va être un peu la recherche du maillon faible lorsqu'il y aura un dédommagement à donner ou en tout cas à fournir et d'essayer de faire porter la responsabilité sur celui qui, quelque part, ne peut pas garantir, ou en tout cas ne peut pas garantir que le produit qu'il a fourni est suffisamment sûr au regard des règles de cybersécurité. Voilà, donc je vais passer parce que ça résume. Alors, point important, si je le précise toujours, beaucoup d'entreprises me disent, ouais, de toute façon, moi je fais de la sûreté de fonctionnement, à partir de là, je risque rien. Alors, on peut en discuter longtemps. Je dirais qu'il y a quand même une différence de taille entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. C'est que la sûreté traite la défaillance, la cyber traite la malveillance. Ce qui n'est pas la même chose. D'un côté, on va plutôt s'interroger sur les équipements physiques, hein, sur les équipements et sur la défaillance des équipements, avec effectivement des calculs de défaillance, des matrices de défaillance et des arbres de défaillance et MDEC et tout ça, qui marchent très bien et qui existent très bien. La cybersécurité, c'est un petit peu différent, puisque là, on va traiter un petit peu l'humain, malgré tout. On va traiter effectivement la malveillance, l'intentionnalité. On va traiter le fait de leurrer, de mentir, de cacher. On va aussi traiter effectivement le fait que comment un attaquant, il attaque pas par un seul endroit, il peut attaquer à travers plusieurs portes d'entrée. Et donc, il peut y avoir des attaques simultanées. Et l'attaquant, lui, il va maîtriser effectivement complètement la défaillance de l'équipement, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur une défaillance pour mener à bien son attaque. Donc, c'est vrai que s'appuyer uniquement sur la sûreté de fonctionnement, c'est bien, il faut en faire, mais c'est loin d'être suffisant pour régler les problèmes de cybersécurité. Donc, il ne faut pas penser que lorsque le produit il est sûr en termes de défaillance, en termes de sûreté de fonctionnement, il est sûr en matière de cybersécurité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est effectivement, c'est ça. Ça a été une grosse introduction. Ce qui nous intéresse quand même, c'est le côté réglementaire. Alors, vous avez tous entendu parler de la NIS 2, on en parle beaucoup. Je pense que on est à la dernière ligne droite de l'adoption du texte au niveau du Parlement. Et donc, c'est une très bonne chose, mais la NIS 2, c'est souvent l'arbre qui cache le reste. Derrière la NIS 2, il y a quand même d'autres points importants qui arrivent, sur la directive RID pour les objets radio, le règlement machine et le CRA. Mais toute cette réglementation, elle n'est pas tombée du ciel, hein, pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas une décision européenne avec des parlementaires qui un matin se sont levés en disant tiens, on va faire une réglementation cyber. Tout ça s'appuie effectivement sur un socle, sur un écosystème qui est là depuis bon nombre d'années. Ça s'appuie déjà sur des contraintes d'entreprises, et notamment des entreprises sensibles, qui un jour ont décidé effectivement de fluidifier, de sécuriser, de cybersécuriser effectivement leur écosystème. Ça s'appuie sur un certain nombre de réglementations qui ne sont pas forcément d'ordre de cybersécurité, mais qui ont à un moment donné eu un impact sur la cybersécurité. On parle des dispositifs médicaux, on parle du ferroviaire, on parle de l'aviation, des militaires et autres, qui depuis des années effectivement sécurisent tout leur écosystème. Et puis tout ça, ça a donné lieu à un ensemble de normes de cybersécurité. On parle de la série, la 27000, le NIST, la 62443, la 33845 et d'autres, la 21434 pour les véhicules. Donc tout ça, ce sont des normes qui sont pour certaines obligatoires ou quasi pour d'autres pas du tout facultatives, mais en tout cas qui sont utilisées. Eh bien, sur la base de ce terreau-là, de ce socle-là, on voit maintenant apparaître un certain nombre de réglementations qui, elles, en tant que réglementation, vont devenir obligatoires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que autant les normes, il n'y a pas, pour toutes les normes, il n'y a pas une obligation contraignante de le faire, sauf si c'est imposé effectivement par les clients. Mais par contre, dès lors que ces normes-là passent dans un cadre réglementaire, bien sûr, elles deviennent contraignantes. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Bien sûr, la première, dont
tout le monde parle, c'est la directive NIS. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas l'objet et elle concerne plutôt le volet IT. Mais ceci étant, en tant qu'industriel, en tant qu'offreur de produits industriels et autres, vous risquez à un moment donné d'être concerné, tout simplement parce que vos clients qui, eux, sont concernés par la NIS 2 vont forcément à un moment donné vous demander aussi, vont essayer d'évaluer chez vous industriel, votre propre niveau de cybersécurité, que ce soit sur vos équipements ou sur votre mode de fonctionnement, de manière toujours pareil dans cette idée d'avoir une sécurisation de bout en bout, de pouvoir garantir effectivement cette protection des données qui vont vous être confiées. Et puis pour cet industriel qui doit être conforme à la NIS 2, qui doit, à travers cette conformité, mettre en place ce qu'on appelle une politique de sécurité des systèmes d'information, et bien lui, par définition, il va essayer de s'équiper, il va essayer de récupérer un certain nombre d'équipements, il va acheter, il va mettre des équipements qui ne présentent pas de risque majeur en matière de cybersécurité. Hein, ça serait un comble de mettre en place effectivement une politique de cybersécurité, mais d'acheter des produits qui présentent des vulnérabilités. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc ces gros industriels vont, eux, mettre en place une politique et indirectement, à travers les achats, à travers l'analyse de risque, à travers leur processus à eux, vont imposer auprès de leurs sous-traitants effectivement un certain niveau de contrainte en termes de cybersécurité. Même si, par la taille, ou par le chiffre d'affaires, ou par le domaine d'activité, vous n'êtes pas directement concerné, vous le serez de manière indirecte. Donc, c'est quand même un point important à voir. Par contre, ce qui nous concerne tous, ce qui concerne surtout effectivement les fabricants d'équipements, c'est toute la réglementation qui est en train de se mettre en place et qui est spécifique aux équipements embarqués. Et la première, celle qui arrive très vite, puisqu'on est à 4 mois de cette norme, de cette directive, c'est effectivement l'évolution d'une directive qui existe déjà depuis pas mal d'années, qu'on appelle la RID, qui concerne les équipements radio, dans lequel effectivement a été ajouté un article qui traite de la cybersécurité. On voit bien, mise en application 1er août 2025, c'est-à-dire 4 mois. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette directive RID? Ça concerne des produits radio, ça concerne tous les produits radio qui sont connectés directement ou par l'intermédiaire d'un autre équipement à Internet. Point important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait dans le cycle, dans l'architecture du produit, une connexion à Internet. Et dans cette exigence, on trouve effectivement, je vais les commenter, trois exigences. Une exigence qui porte surtout sur le réseau et la continuité de service et les modalités de fonctionnement du réseau radio. On est dans un domaine radio, perturbation, ça veut dire derrière, voilà, il ne faut pas que le réseau soit perturbé, il faut que les données puissent passer d'un point A à un point B sans problème, il ne faut pas qu'il y ait des violations de données et autres. Donc, ça veut dire que derrière, vous avez bien compris, on va parler de chiffrement, de protection et autre chose. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, on est plutôt dans les données, c'est-à-dire que ça concerne des équipements radioélectriques qui doivent comporter des sauvegardes ou du stockage sécurisé de données afin d'assurer la protection des données à caractère personnel. Cette exigence-là concerne, on le voit bien, c'était la première cible, c'était effectivement les IoT grand public, tout ce qui est caméra, tout ce qui est objets connectés dans les maisons, mais élargi aussi à l'entreprise, donc par lesquelles effectivement vont transiter des données à caractère sensible. Et la troisième exigence concerne plutôt le côté fraude. Ça aussi une certaine catégorie particulier d'objets connectés dans lequel effectivement une exigence en matière de protection contre la fraude, c'est-à-dire de fraude monétaire. Donc l'usage des données doit être conforme à ce qui est prévu et pas forcément détourné. Donc on voit bien quand même à travers la directive RID et la norme, hein, je ne l'ai pas dit, qui porte en fin de compte cette directive RID, qu'on appelle le N18031, on voit bien que les exigences de la RID sont relativement haut niveau, très très large et très très ouvert. On n'est vraiment pas dans le détail, c'est le principe effectivement d'une directive. Et donc, pour la mise en application de cette directive, le législateur effectivement a sorti une norme qu'on appelle le N18031, qui est applicable dans le cadre de la directive RID, mais vous pouvez tout à fait utiliser les autres normes qui peuvent, dès lors qu'elles répondent effectivement à ces trois exigences-là. Donc, on parle
principalement de la 18031, mais il existe d'autres normes qu'on appelle le TSI 303 et 145 et autres, qui peuvent être appliquées dès lors que le fabricant apporte la preuve qu'il répond à ces trois exigences, enfin à une de ces trois exigences ou ces trois exigences en matière de cybersécurité. Il y a eu une évolution assez récente dans cette norme, puisqu'elle est devenue harmonisée en février 2025, donc vous voyez, c'est assez récent. Et cette harmonisation permet à un fabricant, effectivement, de procéder à l'auto-certification de son produit, ce qui facilite beaucoup la tâche, puisque les organismes notifiés voyaient avec effroi l'arrivée, le flux massif de tout fabricant d'objets connectés, et se demandaient comment ils allaient pouvoir répondre avant la date butoir du 1er 2025. Donc, cette décision va probablement permettre de fluidifier effectivement euh, comment, la, la mise aux normes, entre guillemets, des équipements. Maintenant, par contre, c'est pas auto-certification open bar. Il y a quand même des restrictions, et notamment sur le traitement des mots de passe par défaut, sur certains contrôles, les contrôles d'accès à certains dispositifs dans le cadre de la. Alors, le tiret 2 correspond principalement aux objets connectés dans lesquels il y a des données personnelles. Et puis, les mises à jour, quand on parle du tiret 3, ça correspond effectivement plutôt aux équipements qui traitent de la monnaie ou qui traitent des transactions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais en parler si vous avez des questions. Et alors qu'on est dans ce cadre-là, il faut passer par un organisme notifié. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces restrictions-là concernent principalement effectivement le traitement de données les joueurs. Bon, pour être clair, hein, le contrôle d'accès au dispositif, c'est tout ce qui est caméra, jouets dans les maisons, dans lesquelles effectivement on va récupérer des images, des données et autres. Euh, et que les contrôles d'accès ne sont pas toujours très sûrs ou très bien fait. Et donc, quand même, il est fortement conseillé de valider la solution technique en passant par un organisme notifié qui va faire son boulot et de manière très bien, c'est-à-dire qui va évaluer la solidité de la solution qui a été mise en œuvre. Pour le reste, on fait l'auto-certification. Alors, comment on fait l'évaluation en matière d'auto-certification? Eh bien, on va dire trois éléments importants. On a d'abord une première évaluation conceptuelle. Il faut tout simplement vérifier que l'architecture et les solutions et les différentes fonctionnalités du dispositif embarqué radio correspondent effectivement aux exigences attendues par la norme la du 031. Donc, vérifier si effectivement les exigences s'appliquent au produit. Et une fois que ça a été fait, il va falloir regarder effectivement la documentation. Donc, c'est un gros travail documentaire pour vérifier que le fabricant dispose des documents qui permettent de prouver que les solutions de sécurité ont été mises en œuvre. Et une fois que ça a été fait, eh bien, il va falloir que le fabricant prouve, ou en tout cas vérifie que la solution technique qu'il a implémentée, que ce soit d'ordre matériel ou logiciel, corresponde aux exigences de la norme de la 18031 en matière de cybersécurité. Et souvent, sur ce troisième volet, il y a quand même, il faut être honnête, soit vous avez un bureau d'études qui est très performant et qui est capable de prouver cette évaluation. Sinon, le conseil que je peux donner, c'est quand même de passer par un tiers, que ce soit un bureau d'études ou un organisme de notification, ou tout simplement, il existe des bureaux d'études très très bons en matière de cybersécurité qui vont effectivement vérifier à travers de la revue de code, des pentests, à travers un certain nombre d'actions, ils vont quelque part évaluer effectivement la solidité de la solution au regard effectivement des exigences de la norme de la 18031. Donc c'est pas anodin parce que ça représente quand même un gros travail, hein. C'est pas euh, un travail où vous faites votre électronique, votre système embarqué, vous l'envoyez dans un laboratoire et puis il va faire des tests, puis il va checker. Il y a quand même un gros travail préparatoire en amont. Ça se fait pas en une semaine. Il faut quand même plusieurs semaines pour pouvoir se préparer à cette norme. Même si on fait de l'auto-certification, ça demande un gros travail d'analyse de risque, d'évaluation du produit. Et donc, sachant qu'on est à 4 mois de la mise en application, euh, je pense que beaucoup d'industriels n'ont pas pris la mesure, en fin de compte, du travail qui est à faire. Vous verrez, hein, je précise dans ce slide-là les différentes étapes pour pouvoir effectivement monter le dossier de conformité. Et vous voyez que c'est pas anodin, je ne vais pas le commenter plus puisqu'il y a d'autres points importants à voir.
Ça, c'est la ride. L'autre changement, l'autre événement qui va arriver, qui va arriver un petit peu après, c'est en janvier, le 20 janvier 2027, c'est le nouveau règlement machine, dans lequel il y a des changements assez importants. Alors, je ne vais pas tous les balayer, je vais juste balayer ceux qui sont importants. On voit apparaître dans ce règlement machine ce qu'on appelle la notion de modification substantielle, et je vous demande de le retenir parce que ça a son importance. Bien sûr, l'objet d'aujourd'hui, c'est l'intégration de dispositions relatives à la cybersécurité, mais aussi on voit, et c'est en lien avec la cyber, l'intégration de nouvelles technos comme l'IA. Et puis, dans cette nouveau règlement machine, il y a aussi tout ce qui est numérisation de la documentation, toujours en lien, et on voit pourquoi la cybersécurité a pris de l'importance, parce que la machine se digitalise de plus en plus, et il faut effectivement la cybersécuriser. Mise en application 20 janvier 2027, il faut savoir quand même que cet règlement est sorti en juin 2023, et on en est encore très très loin en matière de conformité, de mise en conformité de machine. Point important, ce qu'on appelle une modification substantielle. C'est quoi? C'est tout simplement une modification d'une machine par des moyens physiques, donc techniques, on va rajouter du matériel ou numérique, après sa mise sur le marché, et qui n'est pas prévu ou ni planifié par le fabricant, et qui peut affecter la sécurité de la machine en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque inexistant. Point important, et dans le numérique, eh bien, en fin de compte, une mise à jour peut être considérée comme étant une modification substantielle, dès lors qu'elle peut toucher, elle peut affecter effectivement le niveau de sécurité de la machine. Et on voit bien qu'en matière de cybersécurité, un des credos, un élément important, c'est effectivement la gestion de cette mise à jour. Ça veut dire que lorsque vous avez effectivement de la machine industrielle, vous êtes intégrateur de machine, vous êtes fabricant de sous-ensembles qui va être intégré dans une machine, eh bien, il faut quand même avoir ça en tête que le simple fait de faire une mise à jour importante sur vos dispositifs peut entraîner effectivement une modification substantielle de la machine, et de ce fait, dans ce cas-là, imposer tout simplement imposer, alors je vais le passer, imposer en fin de compte la remise en place d'un nouveau processus de validation pour l'obtention du marquage CE. C'est-à-dire qu'il faut refaire le marquage CE. C'est-à-dire qu'une mise à jour peut entraîner effectivement sur la machine industrielle l'obligation pour le fabricant de refaire effectivement, de revoir effectivement la conformité de mise à jour, et donc de ce fait, le point important, de reprocéder à une évaluation des risques. Mais une évaluation des risques en sûreté de fonctionnement, mais aussi en matière de cybersécurité. C'est-à-dire que actuellement, si on veut effectivement respecter ce nouveau règlement, il va être nécessaire de faire conjointement une analyse de risque en termes de sûreté de fonctionnement, mais aussi en termes de cybersécurité sur de la machine industrielle, ce qui n'était pas prévu jusqu'à présent encore. Donc, ce nouveau règlement machine met d'une manière très claire l'accent sur la sécurité et la fiabilité des systèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il autorise l'introduction de nouvelles technos telles que l'IA. Parce que tout simplement, il impose de fiabilité et de robustifier en fin de compte les interactions entre les machines et les opérateurs. Et puis, c'est la finalité ou la quantité de tout ça, c'est tout simplement de protéger les équipements contre tout ce qui est attaque informatique, parce que il faut, les machines étant données de plus en plus connectées, il faut éviter effectivement tout risque. Et effectivement, cette évaluation du risque doit être faite par le fabricant, qui a obligation il y a obligation maintenant de mettre en place au sein même de ces équipements ce qu'on appelle un système de gestion d'événements et de suivi en termes de contenu, de logiciels et autres. Donc, c'est pas anodin, parce que ce qui se cache derrière, en fin de compte, ce mécanisme-là, c'est que, et la difficulté, c'est qu'on est fabricant de machines. Le fabricant de machines, il intègre des équipements. Il ne fabrique pas l'électronique, il ne fabrique pas l'automate, il ne fabrique pas le capteur, il va intégrer. C'est-à-dire qu'il va falloir que, avec l'ensemble de ses équipementiers, de ses fournisseurs, il va falloir qu'il conçoive sa machine, son équipement industriel, avec effectivement, et pour moi, ça va être l'élément assez contraignant,
l'idée de déployer au sein même de ces équipements des mécanismes d'enregistrement des événements, des mécanismes de chiffrement des données, de sécurisation des données, ainsi de suite. Alors que lui-même, dans certains cas, il n'a pas la main, il n'aura pas la main sur ces équipements, sur les architectures et logiciels. Et ce qui effectivement rend euh, la mise en œuvre effectivement de ce nouveau règlement machine peut rendre assez complexe pour un fabricant de machines qui n'est qu'un simple intégrateur. Et donc ce nouveau règlement, bah, il précise tout simplement que d'une manière générale, toute machine ne devra pas créer de situations dangereuses lorsqu'elles seront connectées. La machine, avec ses différentes composantes, devra assurer la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données qui transitent. Et puis, c'est un peu la suite, c'est-à-dire il va falloir pour chaque machine que l'intégrateur, les fabricants, enfin les fournisseurs et l'intégrateur de la machine puissent mettre en place des mécanismes d'identification des logiciels installés, euh, permettent aux clients d'accéder effectivement à ces logiciels pour faciliter les mises à jour. Et puis le point important qui, pour moi, fondamental, c'est-à-dire d'intégrer dans ce fonctionnement global de la machine des mécanismes d'enregistreur d'événements permettant de recueillir des preuves de ce qui s'est passé, des interventions, des paramètres et ceci, cela. C'est quand même une grosse nouveauté et une grosse difficulté pour un intégrateur qui n'a pas forcément la main sur la partie matérielle logicielle de pouvoir effectivement garantir la mise en œuvre de ce type de service. Alors pour ça, il y a une norme. On a parlé de la norme là, du 18031 qui concerne les IoT. Bah, il existe une norme qui est une norme internationale qu'on appelle l'IEC 62453 qui, mais pour l'instant, je ne sais pas si ça sera celle-là qui va être choisie en termes de normes pour le règlement machine, mais en tout cas, il existe déjà depuis beaucoup d'années, depuis les années 2000, effectivement une norme qui est très présente dans le milieu industriel et qui s'appelle l'IEC 62453 et qui décrit de manière très précise, en fin de compte, euh, l'ensemble des exigences nécessaires, que l'on soit fournisseur de produits, on est tout en bas, on est fabricant et fournisseur de produits et de systèmes embarqués, eh bien, cette norme va définir à travers le volet, le 4.2, définir toutes les exigences nécessaires pour concevoir un produit sûr. Mais si on est intégrateur ou concepteur de machines ou on assure la maintenance, il y a aussi un ensemble d'exigences à travers le chapitre 3.3 et 3.2 de cette norme, tout ce qui est nécessaire, toutes les exigences à respecter pour pouvoir intégrer et maintenir la machine. Et de la même manière, il existe aussi à travers ces normes, à travers ces différents chapitres, les règles, les bonnes pratiques en matière de cybersécurité d'un process industriel. Donc je dirais que quelque part, le référentiel réglementaire existe depuis des années. Il est déjà mis en place dans chez beaucoup d'industriels à travers le monde. Maintenant, j'espère, je ne sais pas encore si au niveau de ce nouveau règlement machine, ça va être cette norme-là qui va être utilisée, mais il y a fort à parier que, en tout cas, ces normes servira effectivement de point de démarrage ou de socle de sécurité pour probablement l'élaboration d'une nouvelle norme qui sera peut-être beaucoup plus adaptée effectivement aux intégrateurs. C'est a priori ce qui est en train de se préciser. Ceci étant, pour éviter de perdre du temps, il est quand même très intéressant de commencer à regarder ce qu'il y a dans cette norme-là, puisque tous les éléments sont présents pour mettre en place effectivement un process industriel cybersécurité. Dernier règlement dont tout le monde parle actuellement, on commence à parler, c'est le Cyber Act européen, qui concerne tous les produits numériques, que ce soit IoT ou logiciel, principalement embarqués, qui concerne surtout les constructeurs, donc les fabricants. Donc, grosso modo, ceux-là, hein, ceux qui sont tout en bas, hein, tous ceux qui fabriquent des produits, et qui testent, qui valident et développent des produits. Donc, ces gens-là sont concernés par le CRA en priorité. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette norme-là, dans cette norme, dans ce règlement-là, qui est un règlement horizontal, donc qui est relativement large? Eh bien, l'obligation pour tous les fabricants d'équipements numériques, de produits numériques embarqués, matériels et logiciels, de mettre en place effectivement une démarche de Secure by Design, c'est-à-dire de prendre en compte la cybersécurité dans toutes les phases du processus de conception, de sourcer les composants électroniques
avec des exigences de cybersécurité, de mettre en place et d'évaluer et de mettre en place une démarche d'analyse de risque cyber. Ça va devenir une obligation. De fournir aux clients le résultat de l'évaluation du risque cyber. Et puis le point important qui, à mon avis, va impacter énormément les entreprises et notamment les PME, c'est la mise en œuvre, l'obligation de mettre en place un mécanisme, un processus interne dans l'entreprise de gestion des vulnérabilités des produits pendant la durée de vie du produit ou à minima pendant 5 ans. En gros, c'est une sorte de garantie cyber des produits qui seront mis sur le marché. C'est-à-dire que le fabricant va devoir, de manière assez régulière, identifier les vulnérabilités des produits qu'il fabrique à travers ses partenaires, ses sous-traitants, et d'assurer effectivement le maintien en condition opérationnelle à travers la mise en place de correctifs logiciels, peut-être physiques dans certains cas, de mettre en place des correctifs pour pouvoir effectivement pallier, patcher, corriger effectivement les vulnérabilités cyber des produits. Autre point important, et on revoit aussi l'empreinte de la NIS2, c'est-à-dire de signaler effectivement les vulnérabilités ou tous les incidents aux autorités compétentes. En France, ça sera un CERT-FR qui va être piloté par l'ANSSI. Donc, on est en pleine préparation effectivement du CRA qui est quand même une grosse contrainte, pas forcément une belle opportunité aussi, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer puisque ce CRA va impacter énormément les entreprises et notamment les concepteurs de produits. Je précise, le logiciel open source, il est compris dans le CRA si effectivement le logiciel open source est commercialisé avec la solution embarquée. Quelques dates importantes du CRA, celle qui concerne tout le monde, qui va concerner très vite tout le monde, c'est celle du 11 septembre 2026. Je ne sais pas si la date a été choisie, si ça a été voulu ou pas, mais effectivement, c'est l'entrée en vigueur des obligations de notification de vulnérabilité des systèmes par les fabricants. C'est-à-dire que à partir du 11 septembre 2026, les fabricants de ces équipements matériels et logiciels embarqués, commercialisés en 2026, vont devoir effectivement réfléchir et en tout cas identifier les vulnérabilités existantes à cette date-là qui ont été activement exploitées et mettre en œuvre effectivement les correctifs nécessaires avant le 11 décembre 2027. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a peut-être un mécanisme de rétroactivité sur les produits déjà commercialisés actuellement qui devront être exempts de toute vulnérabilité à partir du 11 décembre 2026. Donc ça veut dire que sur des équipements actuellement en vente et utilisés au niveau industriel, il faut déjà maintenant regarder si ces mêmes équipements présentent des vulnérabilités connues qui ont été exploitées, de manière à pouvoir mettre en place les correctifs pour que, à partir du 11 décembre 2027, ces produits ne présentent plus de vulnérabilité. Et on voit bien, effectivement, à travers le CRA, j'en ai déjà parlé, la notion de modification substantielle, puisque, quelque part, dans le cas de la machine ou des équipements complexes, une mise à jour, regardez si elle impacte la sécurité de l'équipement, et si elle impacte la sécurité de l'équipement, il va falloir procéder à une évaluation du risque pour recommencer l'évaluation du risque, pour pouvoir effectivement fournir à l'utilisateur tous les éléments lui permettant d'utiliser ce produit en toute sécurité. Donc, ce CRA est quand même assez impactant. Pour l'instant, on n'a pas de normes sur lesquelles se référer. C'est en cours actuellement. J'ai entendu dire qu'ils avaient identifié entre 41 et 42 normes qui allaient rentrer dans ce CRA, c'est-à-dire des normes par secteur d'activité, des normes pour l'industrie, on a parlé de la 62443, les normes pour tout ce qui est produits radio, le N18031 ou la 30345. Vous avez des normes pour les véhicules qu'on appelle la 21434. Vous avez des normes spécifiques pour les smart grids, l'énergie 61 300 et quelques, je ne sais plus en termes. Enfin voilà, vous avez plein de secteurs d'activité qui ont déjà des normes en matière de cyber. Eh bien, en gros, il va falloir commencer déjà à les regarder pour voir comment vous pouvez vous les approprier par rapport à votre produit de manière à être prêt
pour la mise en application du CERA, sachant qu'actuellement, il y a un travail qui est fait au niveau européen pour essayer, je pense, de trouver des points communs ou des liens entre ces différentes normes, et pourquoi pas d'avoir un socle le plus restreint, le plus commun possible pour éviter un éparpillement. Mais c'est vrai que le CRA va, à mon sens, impacter énormément les fabricants, puisque à la clé, c'est le marquage schéma. Donc voilà, donc vous avez bien compris tout ce que je viens de dire. Bah, la clé de tout ça, c'est l'analyse des risques, c'est-à-dire que qu'on se fasse de l'IoT, de la machine ou des systèmes embarqués, le cœur et le cœur et l'élément central de la cybersécurisation des équipements industriels doit passer et devra passer par une analyse des risques qui devient un petit peu la pierre angulaire de toute démarche de cybersécuriser. Et on a la chance en France d'avoir un outil, alors il y en a d'autres, mais effectivement, je ne peux que conseiller à tout le monde de regarder un peu de plus près le processus de la méthode EBIOS, qui est une méthode d'analyse de risque relativement systémique, un peu relativement large, mais qui permet, quand elle est faite, d'avoir quand même une première approche des risques et notamment de la menace, ce qu'on appelle la menace euh, du produit, de définir un socle de sécurité, d'identifier les différents chemins d'attaque, de mettre en place des scénarios opérationnels. Et derrière, c'est tout simplement de mettre en place une feuille de route de cybersécurité. Et donc, mettre en place, intégrer cette démarche d'analyse de risque dans un process de conception, à mon sens, devient nécessaire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas d'ici un an ou deux, parce qu'il sera trop tard. Ça demande quand même un travail. Je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Vous devez, si c'est la première fois que vous le faites, moi je vous conseille de vous faire accompagner pour faire ça, parce que au moins pour les premières démarches, de manière à consolider la démarche d'analyse de risque dans votre process. Et bien sûr, cette démarche d'analyse de risque doit aussi être intégrée dans ce qu'on appelle le Secure by Design, c'est-à-dire qu'il n'est plus envisageable maintenant de mettre en place, enfin de concevoir un système, que ce soit logiciel ou matériel, sans mettre en place la démarche de Secure by Design. Alors, voilà, dans lequel on va intégrer certains éléments et notamment des points importants, c'est l'analyse de risque, la gestion de la sécurité, mais aussi mettre en place des cahiers des charges qui vont intégrer des exigences de cybersécurité, de vérifier que le processus de conception, il est sécure, mais aussi de mettre en place des outils de test et de validation pour vérifier que les solutions que vous avez mises en place sont sécurisées. On parle principalement, je parle de revue de code, d'utiliser des normes de codage, de mettre en place de la revue de code, de faire appel à du pen test. Et là, il faut faire appel à des experts, il faut faire appel à des sociétés spécialisées qui sont souvent extérieures à l'équipe de développement, qui vont avoir un regard neutre et un regard entre guillemets critique, mais surtout qui vont s'appuyer sur des bonnes pratiques, permettant aussi de sécuriser le produit, en tout cas d'avoir le meilleur niveau de sécurisation du produit. Et je dirais que ces experts, ces bureaux d'études, il y en a, on a la chance d'avoir pas mal de monde qui font ça de manière très très bien. Il ne faut pas hésiter, ça coûte un peu de sous, c'est clair, mais c'est quelque part, c'est un peu permettre à tout fabricant de dormir un peu sur ses deux oreilles. Et n'oubliez pas que tout ça, ça doit s'accompagner derrière par une gestion des vulnérabilités. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Maintenant, par rapport à tout cet environnement de cybersécurité, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est aller vite. Alors, on est dans un monde de time to market, il va falloir un peu ralentir tout ça. Introduire des composants logiciels non sécurisés, sous-estimer la cybersécurité lors de l'industrialisation du produit. Hein, une grande vulnérabilité actuellement, c'est la supply chain. Pour ça qu'on fait de l'analyse de risque. L'analyse de risque va permettre d'évaluer effectivement la vulnérabilité au sein de cette supply chain. Bien sûr, il va falloir sécuriser les mots de passe, sécuriser, mettre en place des mécanismes de sécurité sur les droits d'accès. Penser que la cybersécurité ne concerne que les produits connectés à Internet, on l'a bien vu, une simple clé USB suffit effectivement à déstabiliser un équipement. Mettre en place une politique de vulnérabilité va devenir une obligation réglementaire. Donc, et ça impacte énormément les bureaux d'études. Pareil, obligation de mettre en place des mises à jour, obligation de mettre en place du chiffrement et des communications
protégé, bien vérifié à des mécanismes d'intégrité des logiciels. Quand on parle d'intégrité, ça concerne les mises à jour. Quand on fait une mise à jour, eh bien, il faut s'assurer qu'elle vienne du bon logiciel, de la bonne source, et que ce soit la bonne version et qu'elle n'entraîne pas effectivement l'intégration d'un code malveillant. Il faut savoir que beaucoup d'équipements industriels, ils ont un petit peu les faiblesses de sécurité ont lieu au démarrage. Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des mécanismes qui vérifient de manière régulière que tous les logiciels qui sont dans la machine, que ce soit une machine industrielle ou un équipement électronique, soient sûrs et que les micro-logiciels soient sécures. Bien sûr, obligation d'avoir un historique dans tout équipement, une gestion des événements d'historique. Donc, grosso modo, de savoir ce qui se passe, qui a rentré, qui a changé les paramètres, qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté, ainsi de suite. Et bien sûr, toutes ces données-là doivent être stockées et doivent être sécurisées. Elles doivent être stockées, sécurisées dans des espaces que l'attaquant ne pourra pas effectivement modifier. Il faut savoir que quand un attaquant rentre dans un système, il va effacer ses traces. Et l'endroit où il va effacer ses traces, c'est effectivement, il va essayer d'effacer tous ces événements. Donc, il faut protéger ces événements. Bien sûr, il faut limiter la surface d'attaque. Ça veut dire que dans tout système industriel, il ne faut implémenter que les fonctions utiles et pas supprimer toutes les options. On enlève les options, ça ne sert à rien. Donc voilà, et puis mettre en place des mécanismes de suivi. Voilà à peu près ce qu'il ne faut pas faire et donc indirectement ce qu'il faut faire. À travers un peu de pub, mais à travers des indicatives tels qu'on vous a parlé, eh bien, il y a la possibilité d'être accompagné pour faire une première évaluation de la maturité cyber de votre produit, que ce soit l'IoT industriel, l'EDM, on est un peu moins chez Dedicated, quoique, et puis surtout la partie système embarqué industriel. Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une première évaluation de votre produit. Alors, ça reste une cartographie de la maturité cyber du produit. Ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une évaluation certifiée, normative et autres, mais ça permet effectivement de pointer du doigt assez rapidement les points de vigilance à avoir sur les produits avant d'aller beaucoup plus loin, avant de lancer effectivement une analyse de risque ou un développement beaucoup plus important. Vous pouvez aussi effectivement bénéficier, si vous le souhaitez, aussi d'une formation ou d'un accompagnement dans l'analyse de risque. Mais voilà, ça on verra. Donc voilà, bon après, je sais que au niveau de Captronic, nous avons des guides, je vous laisserai les lire. On a fait avec le CETIM, qui fait partie de Dedicated aussi, un guide très intéressant sur la mise en œuvre de la norme IEC 62K53. Donc adressez-vous à votre contact CETIM le plus proche, qui sera un plaisir de vous fournir le lien pour accéder à ce document-là. Et quelques mots sur Captronic, et j'ai terminé. Captronic, on est une association, 2 membres fondateurs, le CEA et BPI France, membres de l'Alliance Industrie du Futur. Nous ne sommes pas bureau d'études, nous ne sommes pas développeurs, on intervient surtout comme un tiers de confiance et on fait surtout de l'accompagnement, de l'information, de la formation et de l'accompagnement sur toutes ces problématiques-là. Et surtout, on assure aussi la mise en relation avec des prestataires, avec des experts. Et c'est le cas de la cybersécurité. Si vous voulez vous faire accompagner, si vous voulez faire un pen test, si vous voulez trouver quelqu'un qui veut vous accompagner dans la revue de code, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne sur telle ou telle mise en œuvre, vous pouvez me contacter et on vous mettra en relation effectivement avec les gens qui ont été qualifiés et qui, quelque part, sont capables de répondre à cette problématique. J'ai fini. Je réponds aux questions. Il y en a. Ouais, je crois que tu as endormi tout le monde là, ou alors ça a été très Non, clair. Denis, il n'y a pas de questions. J'ai pas vu de questions là. J'ai surveillé un peu les choses. J'ai rien vu là. Je vois quelqu'un qui est en train de... Non, pas de questions. Ou alors c'est le moral à zéro là, ça y est. Moi, je vais juste peut-être donner une précision, Jean-Christophe, concernant la Vas-y. cybersécurité. Oui, Rappelez que pour tout ce qui concerne le système d'information, tu n'en as pas parlé, je crois pas, enfin, en tout cas, je ne non, semble pas, non. c'est qu'on propose aussi dans le cadre de Dedicated un audit 360 de la cybersécurité
et qui est également pris en charge dans le cadre de Dedicated. Je n'ai pas vu passer, peut-être que tu l'as dit, mais Non, non, je l'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui veut poser une question à l'oral. Oui, oui, vous pouvez tout à fait poser une question à l'oral, hein, n'hésitez pas. Prenez la main, levez la main, dites. Je vous écoute. Sébastien Imbert, il avait une question à poser. Non? Visiblement, ils n'ont pas la main Ah, il y en a ils n'ont qui pas n'ont la pas main. la main. Il y en a qui n'ont pas la Ah, main. ah, zut. Mhm. alors attendez, je vais voir si je peux. Je suis pas sûre de pouvoir le relancer, activer le micro. Non, je peux pas. Non, non, c'est vrai Ah, qu'on mais avait moi, je peux peut-être le désactivé. faire, moi. Je peux faire. Je vais voir. Mhm. Alors, tac. Est-ce que je peux activer le micro? Si. Béton. Ah, Non, désactiver le micro. Désactiver la caméra. Ah non. ah non, je pensais qu'on pouvait. Mais Ah, alors, par écrit. ah Mhm. mince. Ah, ça, c'est autoriser le micro. Ça y est. Non, j'ai autorisé le micro. Ouais, c'est marrant de désactiver tous les micros. Noémie à moi aussi, mais c'est peut-être parce qu'on a les. Ah, alors ça, c'est un Oui, problème. Ça. on Ah, a il y a le une droit. On a le conversation. droit. Ouais, on a le Ouais, ça. profil organisateur, c'est pour ça. Ouais. Aïe, 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 Mais ça on c'est. peut pas désactiver, on peut pas activer les micros. Ben, écoutez, pour la prochaine fois, on Ouais. s'arrangera Bah, vous pour pouvez pouvoir le poser la faire. question par le chat si c'est possible ou pas. Ou Noémie est avec. Oui, je vais l'écrire. 30 secondes. Ah, ça c'est malin. Ça, on aurait dû y penser, ça. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est un point sur lequel je me suis pas attardée. Les supports seront disponibles. Enfin, en tout cas, je les laisserai. Je les enverrai à Nathalie qui pourra les diffuser, ou en tout cas, ils seront téléchargeables sur, sur Dedicated. Sinon, pas d'autres commentaires par écrit, alors. Hop, 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 hop. Apparemment, non. Pardon, non. Nathalie, ah ouais, Voilà, ouais, c'est bon. je laisse. Alors, dans le cadre de l'achat d'une mise à jour sur une vieille machine, rajout d'une supervision, qui se charge du chiffrement des données, intégrateur ou le fabricant de la supervision? Bah, théoriquement, ça doit être l'intégrateur avec, avec effectivement celui qui rajoute la supervision. Enfin, voilà. Celui qui est responsable, celui qui est responsable de celui qui a intégré la machine qui devient le responsable. En gros, en termes de réglementation, on va prendre en compte celui qui fournit la machine complète au client. Et s'il y a des sous-traitants ou des partenaires qui intègrent, on intègre par exemple une supervision, alors c'est pas lui qui doit faire le chiffrement, mais il doit intégrer dans les spécifications effectivement l'obligation de mettre en place un chiffrement, enfin, en tout cas des fonctions de sécurité, vérifier que ceux qui interviennent sont capables effectivement de les mettre en œuvre et doit vérifier qu'elles ont été mises en œuvre conformément aux spécifications de cybersécurité. Donc, ce n'est pas une personne, c'est un tout. Alors, il existe des outils pas chers sur le marché qui peuvent prévenir de l'aspect cyber. Alors, je ne comprends pas la question. Euh, euh, pour faire une évaluation, alors si on fait une évaluation de la cybersécurité, il n'existe pas si il existe, on commence à voir apparaître des outils qui vont permettre d'évaluer effectivement les différents niveaux de vulnérabilité sur les logiciels, notamment les versions, c'est ce qu'on appelle une SBOM. Mais je dirais que l'évaluation
du volet cyber, c'est un travail qui se fait à travers l'analyse de risque, à travers une cartographie, et puis se fait avec les différents produits que compose la machine. Après, vous pouvez mettre en place des outils d'évaluation qui vont vérifier effectivement le niveau de sécurité, euh, qui intègrent effectivement qui vont vérifier effectivement s'il y a des, enfin, en gros, c'est par du pen test, par des équipements, qui vont vérifier effectivement si la solidité ou la robustesse du logiciel. Ça se fait de plus en plus. Hein, c'est ce qu'on appelle le pen test, et puis associer ça à la gestion des vulnérabilités, comme il existe des outils qui vont faire des scans de différents ports d'entrée-sortie de l'équipement et vérifier effectivement si c'est bon. Donc, il existe des outils, effectivement, qui vont permettre de manière automatique, on en voit de plus en plus. Alors, je ne connais pas l'outil Seabolt, hein, mais on voit de plus en plus des équipements qui vont vérifier euh, le niveau de sécurité des équipements, mais ils sont intéressants lorsqu'ils sont couplés avec une gestion des vulnérabilités, c'est-à-dire l'historique des vulnérabilités connues, de manière à ce qu'ils puissent faire le lien entre ce qu'ils ont détecté et les vulnérabilités existantes, de manière à apporter effectivement une solution, en tout cas des solutions en matière de correction. Alors non, il n'y a pas de certificat sur les outils bien précis, c'est le marque HE dans lequel il va falloir indiquer effectivement la conformité à l'EN 18031. Comme le marquage classique, simplement, il faut rajouter effectivement la conformité EN 18031. Par contre, il ne faut pas faire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous dites que votre produit est conforme à l'EN 18031, il va falloir apporter la preuve que c'est bien conforme à travers le dossier technique et la conformité aux différentes exigences de la norme RID. 18031, si vous parlez de l'IoT. Donc, comme tout marquage CE, on va indiquer effectivement les normes de référence, mais à partir en d'authentification, mais au-delà de ça, il faut quand même apporter la preuve. Donc, soit l'entreprise est capable, a les moyens d'apporter la preuve de la conformité parce qu'elle dispose des compétences pour faire du pentest, de la revue de code, la gestion des vulnérabilités. Sinon, pas le choix, il va falloir faire appel à un prestataire qui va faire ce travail et qui va, quelque part, à un moment donné, euh, vous accompagner dans l'évaluation du niveau cyber des produits. Ceci étant, quand même, la règle, c'est l'analyse de risque. Elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne conçoit plus un système, quel que soit le système dans lequel il y a du matériel et du logiciel, on ne met plus sur le marché un produit si on ne passe pas par une analyse de risque cyber. C'est presque le passage obligé. Quelles que soient les normes, quelle que soit la réglementation et autres, il faut systématiquement faire une analyse de risque cyber. L'outil DOM de Seabolt, comme c'est écrit, c'est plutôt une évaluation des vulnérabilités. Alors, ça fait partie de toutes les procédures de test ou de qualification une fois que c'est fait. Hein, une fois que le produit est fait, on peut effectivement regarder s'il y a des vulnérabilités, des failles, mais ça n'enlève pas l'obligation de faire une analyse de risque. Voilà, j'ai Merci tout dit. Jean-Christophe.